Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de participer nombreux à notre 35e jeudi de l'Ordre. Deux parties à ce jeudi, deux intervenantes que nous remercions vivement. D'abord, le Flash Info qui, dans le cadre de Mars Bleu, permet à Laetitia Dahan, PUPH, chef de service d'hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive au CHU de la Timone, de nous parler de dépistage du cancer colorectal. Qui, quand, comment, pourquoi. Ensuite, la conférence que va animer Nicole Cateline, pédopsychiatre, ex-présidente du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, sur le rôle du médecin face au harcèlement scolaire. Posez vos questions au fil des exposés, elles seront traitées à la fin. Merci à Marie-Dominique Métra, notre présidente. Merci à tous les conseillers de ce CD. Merci à notre belle équipe de la communication. Bonne soirée. Nous pouvons commencer. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie vivement de me permettre de vous parler ce soir de dépistage du cancer colorectal. Et je remercie d'ores et déjà le professeur Jean-François Seitz qui est très impliqué dans ce dépistage. Alors, pourquoi faut-il dépister le cancer colorectal ? Eh bien, parce que c'est un cancer qui est meurtrier. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier. Il tue 17 500 Français chaque année et représente 11% des décès par cancer, avec ce qui représente un décès toutes les demi-heures, ce qui est énorme. Alors, la plupart de ces décès sont évitables. Le cancer du côlon n'est pas genré, c'est-à-dire qu'il atteint aussi bien les hommes que les femmes, et sa prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas dans un pays donné sur une année donnée, est de 418 000. Donc c'est énorme, et c'est un cancer très actif. Alors, il tue plus d'hommes que le cancer de la prostate et il tue presque autant de femmes que le cancer du sein. La plupart de ces décès sont évitables et plus de la moitié des 47 500 nouveaux cas par an en France peuvent être évités. D'abord par prévention primaire. Alors, qu'est-ce que c'est la prévention primaire ? C'est modifier notre mode de vie pour éviter d'avoir un cancer du côlon. Et puis par prévention secondaire, c'est-à-dire éviter d'avoir un cancer du côlon en retirant les lésions précancéreuses. Et c'est tout l'objet du dépistage que je vais détailler après. Alors la prévention primaire, pourquoi ? Eh bien parce que la moitié de ces cancers sont attribuables au mode de vie. Alors, par analogie, par exemple, au cancer du col qui est 100% viro-induit, là, dans la moitié des cas, eh bien, c'est induit par un mode de vie qui n'est pas adapté. Et les facteurs de risque qui sont reconnus, c'est la sédentarité, le surpoids et l'obésité, l'alimentation, une mauvaise alimentation, manger beaucoup de viande et peu de fruits et légumes, c'est mauvais, et bien sûr, comme dans beaucoup de cancers, l'alcool et le tabac. Alors la prévention secondaire, c'est, je vous ai dit, retirer les lésions précancéreuses au moment d'un dépistage justement. Alors, sur la petite séquence que vous voyez que l'adénome, c'est-à-dire le petit polype qu'on voit en bas à gauche, devient un gros cancer qu'on voit en bas à droite en 10 ans. Et tout l'objet du dépistage, c'est d'éviter d'arriver au gros cancer. Donc la phase intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'adénome avancé, c'est-à-dire le polype un peu plus gros, qui fait en général plus d'1 centimètre et qui est parfois dégénéré en dysplasie parfois sévère ou en carcinome in situ. Le tabac et l'alcool favorisent évidemment la croissance et l'apparition de ces polypes. Et donc la prévention secondaire consiste à enlever ces polypes. Alors, pour qui et quand ? Eh bien, le cancer du côlon survient principalement entre 50 et 74 ans. Et c'est pour cette raison que le dépistage s'adresse à cette frange de la population. Vous voyez que moins de à peu près 5% des cas surviennent avant 50 ans. Ça existe bien sûr, mais c'est très rare. Donc, comment fait-on pour être dépisté ? C'est très simple. On est dépisté par le test immunologique FIT tous les 2 ans. Donc, tous les patients entre 50 et 74 ans doivent faire ce dépistage. En tout cas, le dépistage leur est proposé. Et c'est proposé à 80% des assurés. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a 20% qui ne rentrent pas dans le cadre du dépistage, qui doivent d'emblée aller à la coloscopie. Lorsque vous faites ce petit test immunologique, s'il est positif, et ça arrive dans 4% des cas, eh bien, vous avez une coloscopie qui permettra dans 50% des cas de retrouver des adénomes et dans 7% des cas de dépister, de diagnostiquer plus exactement un cancer. Alors, 80% des assurés se voient proposer ce test. Ils reçoivent à l'âge de 50 ans un courrier
qui les invite à pratiquer ce test immunologique, qui est donc un prélèvement de sel qu'on met dans ce petit tube que vous voyez, qu'on adresse par la poste à l'adresse qui est indiquée sur le document. Et puis, il y a 20% des gens qui ne sont pas concernés par le dépistage qui va d'emblée faire une coloscopie. Alors, il y a ceux qui ont un risque élevé, c'est les personnes qui ont un antécédent familial ou personnel de cancer ou qui ont une maladie digestive qui prédispose à un cancer. C'est 15% des assurés, et eux vont directement avoir une coloscopie. Et puis, il y a ceux qui ont un risque de cancer très élevé. C'est les polyposes adénomateuses familiales ou les syndromes de Lynch, donc c'est les cancers génétiques sans polypose, et eux doivent avoir une chromocoloscopie et une consultation oncogénétique. Alors, la participation au dépistage organisé du cancer colorectal est faible en France, mais elle s'est plutôt améliorée pendant la crise Covid, et on a l'impression qu'il y a une petite prise de conscience et que les gens ont envie de faire des efforts. 76% des Français ont déclaré qu'ils feraient plus attention à leur santé suite à la crise Covid dans un sondage BVA de 2020. Vous voyez que sur ces courbes, la courbe bleue représente la participation en France et la courbe rouge dans la région Sud-PACA. Donc on est un petit peu en dessous du pourcentage français, mais on n'est pas très loin. Et finalement, c'est quand même assez faible comme participation, 32%, c'est peu. Alors là, vous avez le détail de la participation dans la région Sud-PACA. Il y a les très bons élèves dans les Hautes-Alpes, 40%, et puis globalement, on est tous à peu près au même niveau, avec une nette amélioration par rapport à 2019-2020. Alors en 2022, il y a eu des mesures qui ont été prises pour faciliter l'accès à ce test immunologique, qui commence à finalement faire effet. Alors déjà, les assurés peuvent commander en ligne le test immunologique sur leur compte Amélie. Et les pharmaciens peuvent aussi remettre ce test immunologique dans les officines. Avant, c'était uniquement les médecins généralistes, les gynécologues et les gastro-entérologues. Alors bien sûr, ça nécessite de répondre à un questionnaire médical, puisque comme je vous le disais, si vous avez un antécédent familial ou une maladie génétique qui prédispose à un cancer, vous n'êtes pas éligible au dépistage, mais vous allez directement avoir la coloscopie. Donc vous remplissez en ligne ce questionnaire médical sur Amélie, et si vous êtes éligible, vous pouvez commander votre test. Alors, est-ce que ça marche de dépister ? Eh bien, oui, ça marche, parce que vous voyez, dans cette étude américaine où on ne laisse pas trop le choix aux gens, on leur dit que s'ils veulent être pris en charge sur le plan financier, s'ils ont un cancer, il faut qu'ils fassent le dépistage correctement, sinon ils ne sont pas pris en charge. Et vous voyez que lorsqu'on augmente le dépistage, on diminue de façon très importante la mortalité liée au cancer colorectal. Donc là, chez les patients qui avaient un dépistage qui passait de 39 à 83%, une mortalité qui baissait de façon très importante. Alors, améliorer la participation est essentiel. Il faut mieux communiquer auprès, évidemment, des patients. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir, pour vous inviter à participer au dépistage lorsque vous recevez votre invitation. Il y a actuellement, mars bleu, c'est donc le mois du cancer colorectal, et donc il faut bien sûr parler du dépistage. Il y a des conférences santé qui sont organisées dans les différentes villes de la région. À Marseille, ce sera le 16 avril au Pharo. Et puis, nous organisons maintenant depuis 7 ans une course Mars Bleu qui a lieu le 10 mars 2024 au parc Borély. Cette course est parrainée par notre footballeur préféré, Basile Boli. Et donc, je vous invite tous à vous inscrire pour déjà courir, parce que le sport, c'est très important pour éviter le cancer, et ensuite pour participer financièrement au dépistage du cancer du côlon. Je vous remercie de votre attention. Je vais essayer d'aborder avec vous le rôle du médecin dans le harcèlement scolaire. Alors, peut-être est-il utile de vous remettre un peu en mémoire ce qu'est le harcèlement scolaire, puisqu'on a commencé à l'isoler des bagarres et des disputes. Donc, théoriquement, il y a 3 critères qui doivent être repérables. C'est une agression, ça, c'est pas très différent d'une dispute, mais surtout qui dure et qui se répète, et surtout qui établit une relation, un rapport déséquilibré dont la victime ne peut pas se sortir seule. Donc ces 3 critères vraiment la différencient, mais il ne faudrait pas pour autant considérer que si les 3 critères ne sont pas présents,
on n'est pas devant du harcèlement et qu'on n'intervient pas. Parce que la souffrance d'un enfant doit quand même être prise en compte. Et malheureusement, trop souvent, on a fait un excès de zèle et on a considéré que s'il n'y avait pas les 3 critères en même temps, il ne fallait pas s'en préoccuper, que c'était juste des histoires d'enfants. Donc ces 3 critères sont importants. Néanmoins, il faut garder un petit peu de raison et considérer que ce qui est le plus important, c'est la durée et la répétition, en particulier avec le cyberharcèlement, et surtout qu'il y a un sentiment de déséquilibre qui est lié à l'effet de groupe dont on reparlera. Donc attention au risque de surdiagnostic, parce que maintenant, en effet, beaucoup de personnes attribuent le terme de harcèlement à de simples disputes. Et de l'autre côté, comme je viens de l'expliquer, il y a parfois donc un refus de considérer que c'est du harcèlement parce que les 3 critères ne sont pas présents. La médiatisation du phénomène, en effet, est sans doute à l'origine à la fois de ce surdiagnostic et de ce sous-diagnostic. Et cela peut conduire au mépris de la parole de l'enfant, ce qui est tout à fait dramatique. Alors pourquoi y a-t-il cette médiatisation ? Pendant longtemps, on a considéré que le harcèlement était un comportement qui était inhérent à l'enfance. On entend des phrases comme « les enfants sont méchants entre eux, ils ne se font pas de cadeaux, c'est normal, ça va leur passer, il faut qu'ils se préparent, la vie est dure, etc. » Et pendant longtemps, on n'a pas pris du tout la mesure des conséquences, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on n'y a pas porté beaucoup attention. Néanmoins, dans les pays du nord de l'Europe, il y a eu une prise de conscience dans les années 80-90 qui les ont conduits à mettre en place des programmes, en particulier de prévention, comme la Finlande, le Danemark ou la Suède. En France, il a fallu attendre 2011, et je cite souvent Éric de Barbieux, qui est l'un des premiers à avoir attiré l'attention du public sur, non pas ces violences externalisées qu'il y avait à l'école et qui étaient des violences particulièrement repérables et visibles par les médias, par exemple un élève qui attaquait un professeur au couteau, mais il a parlé de ces micro-violences, c'est-à-dire ces violences qui, au fond, ne se voyaient pas, qu'on laissait passer au motif que, justement, c'était des histoires de gosses et qui pourrissaient littéralement la vie des élèves. Donc, c'est à lui qu'on doit la tenue des premières assises nationales à Paris en 2011. Et depuis, il faut dire que tous les ministères d'éducation nationale ont élaboré des plans de lutte et de prévention, même si ça ne s'est pas toujours su dans le grand public. Et en effet, on a commencé à vraiment être alarmé par les conséquences du harcèlement quand les réseaux sociaux se sont invités dans le débat. Alors, les réseaux sociaux se sont déployés en France au début des années 2010. Facebook, la traduction en français, c'est 2008, Snapchat, c'est 2010, Instagram, 2011 et TikTok, 2017. Et donc, le temps que les réseaux sociaux s'installent un peu en France, c'est à peu près au milieu des années 2010. Et c'est tout à fait concomitant des smartphones, les deux étant liés bien sûr, qui apparaissent avec une bonne qualité photographique en 2009. Donc on est vraiment au tout début des années 2010. La France a eu à la fois beaucoup de chance, j'allais dire, de commencer au fond sa lutte contre le harcèlement avec les réseaux sociaux. Malheureusement, les idées qu'elle a été prendre ailleurs pour lutter contre le harcèlement étaient des idées qui étaient du temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et ça a un peu gêné la lutte contre le harcèlement. Donc, pour vous donner quelques repères, en 2023, 10 ans, c'était l'âge du premier smartphone et la première inscription sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a une interdiction avant 13 ans et à partir de 13 ans avec autorisation parentale et 15 ans sans autorisation parentale. Et une enquête de l'association e-Enfance a montré que 83% des parents ignorent ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, on pourrait ajouter que 77% des enfants mentent à leurs parents sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi le harcèlement scolaire est-il si fréquent ? Eh bien, d'abord, tous les pays du monde sont concernés. L'UNESCO, qui a une chaire spécifique donc, de lutte contre le harcèlement, fait régulièrement des études et montre en effet que, vous le voyez, certains pays comme le Moyen-Orient et l'Afrique ont des taux de 60 à 70% de harcèlement en milieu scolaire. En Europe, vous voyez, la moyenne, c'est 25%, oui, à peu près, et en France, donc, on est aux environs entre 10 et 20% des enfants d'âge scolaire. Concernant les cyberviolences, alors là, il y a une petite différence, c'est-à-dire que les cyberviolences, c'est le fait d'avoir été humilié une fois sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on a posté un contenu haineux suite à des choses que vous avez pu poster.
Et donc c'est pour ça qu'on a des chiffres souvent de 40 à 60%, parce que beaucoup d'enfants ont été confrontés au moins une fois. En revanche, le cyberharcèlement, c'est-à-dire avec la notion de durée de répétition et d'utilisation de plusieurs moyens pour harceler, là on est un peu comme le harcèlement grave, aux alentours de 5 à 7% seulement de la population, mais c'est déjà énorme, 5 à 7%. Donc c'est en effet un phénomène qui touche tous les enfants, et pour cause, eh bien parce qu'en effet c'est un risque du développement. On connaît les conduites à risque pour les adolescents. Maintenant tout le monde est bien au courant qu'un adolescent, compte tenu de son développement à la fois psychologique et aussi neuronal, est plus sujet que d'autres à des conduites à risque. On sait moins en effet que le harcèlement, c'est aussi un risque du développement. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, lorsque les enfants se séparent des parents, ils ont besoin de trouver d'autres points d'appui quand ils commencent à être un petit peu autonomes. Et le premier point d'appui qu'ils vont trouver, ce sont les copains, les pairs, le groupe. Plus l'enfant grandit, plus il s'éloigne des parents, plus le groupe va devenir important, à l'adolescence en particulier, où on sait que le groupe tient vraiment une place très très grande, puisque les parents ne sont plus du tout les adultes de référence, et donc sont au contraire les copains qui deviennent la référence à laquelle il faut ressembler, s'identifier. Le groupe va devenir le creuset des identifications. Je veux ressembler à un tel. Ça peut être aussi des refus. Je ne veux pas ressembler à un tel. Avec parfois, ils peuvent aller assez loin, ils peuvent mettre le curseur assez loin, qui fait dire aux parents « je n'ai pas envie que tu fréquentes telle ou telle personne parce que je pense que ça va t'influencer ». Donc les parents ont bien repéré le rôle très important du groupe. Ce groupe va représenter pour les enfants un laboratoire de ce qu'ils croient être un statut ou un rôle d'adulte. C'est-à-dire qu'ils vont un peu singer, on peut dire, ce que font les adultes. Ça peut être en effet imiter ce qu'ils voient à la maison, mais ça peut être aussi se projeter dans ce qu'ils pensent être, eux, un rôle d'adulte. Donc tout ça, c'est souvent hérité de leur environnement. Donc bien sûr, ce que les enfants vivent en famille va avoir une importance dans la manière dont ils vont considérer les relations dans le groupe. Il y a des enfants qui, assez naturellement aussi, par leur personnalité, peuvent être rassembleurs. D'autres, au contraire, qui peuvent être autoritaires parce que dans la famille, les gens qui ont de l'importance, qui ont de l'influence, ce sont les gens qui sont autoritaires. Donc ce sont au fond des enfants qui vont utiliser le groupe pour construire leur personnalité. Et malheureusement, les enfants, comme nous tous, quand nous découvrons quelque chose, nous avons besoin de repères simples. Et donc ça va être aux adultes de veiller à nuancer ces jugements qui sont à l'emporte-pièce. Alors... comme je le disais, les enfants, comme nous tous adultes, quand nous découvrons quelque chose de nouveau, nous avons besoin de repères simples. Si on demande son chemin à quelqu'un, vous allez dire, vous allez tout droit, vous tournez la première, deuxième rue, à droite ou à gauche. Mais vous n'allez pas dire, attention, vous allez passer devant la pharmacie, puis après, il y a un premier obstacle, faites attention, c'est pas celui-là, etc. Au bout d'un moment, vous allez embrouiller la personne. C'est pareil pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repères très simples, blanc, noir. C'est pas nuancé, c'est pas complexe. Mais c'est la vie qui va nous apprendre, bien sûr, que les choses ne sont pas ni blanches ni noires, mais qu'elles sont grises. Et c'est donc le rôle des adultes d'apprendre progressivement aux enfants à nuancer. De même, c'est le rôle des adultes de leur apprendre comment on règle des conflits, comment on règle ces conflits. Mais pour cela, encore faut-il que les adultes soient disponibles, c'est-à-dire qu'ils puissent montrer l'exemple en toute sérénité. Il faut que les adultes soient totalement disponibles, qu'ils ne soient pas préoccupés par leurs propres conflits. Des parents qui vivent des choses difficiles dans leur couple, dans leur métier, avec leurs supérieurs hiérarchiques ou avec leurs amis parfois, ne sont pas disponibles. Et de ce fait, ils vont laisser passer, au fond, ces difficultés que rencontrent leurs enfants. Et on le voit particulièrement à l'école, où Éric de Barbieux a beaucoup travaillé sur la notion de climat scolaire, en disant ce qui est important pour que le harcèlement diminue à l'école, c'est que tous les adultes dans un établissement scolaire s'entendent bien et soient disponibles pour s'occuper des enfants. Et il commence toujours par dire, si on veut lutter contre le harcèlement scolaire, il faut d'abord s'occuper des adultes, ce que disent aussi beaucoup de pédopsychiatres. Voilà, donc les exigences du groupe sont importantes, comme on vient de le voir, puisque ce groupe complète et prend le relais des relations familiales. Donc il faut qu'il offre les mêmes garanties, au fond, de solidité et de fiabilité. Donc on ne peut pas s'en extraire comme ça du groupe. C'est un peu comme dans une famille, hein. On peut se disputer, mais il faut quand même avoir des liens qui nous unissent et qui sont très forts. Donc l'appartenance au groupe est quelque chose qui est particulièrement importante, et plus les enfants
ont rompu un peu leur lien avec leur famille, plus le groupe prend de l'importance, bien évidemment. L'appartenance au groupe implique d'avoir les mêmes intérêts, les mêmes manières d'être. Et donc, un enfant différent ne peut pas appartenir au groupe parce qu'il le met en danger. S'il y a une différence qui arrive, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que c'est que cet intrus? Il faut s'en séparer. Et donc, on peut dire que le harcèlement débute avec une différence qui dérange. Alors, le groupe peut décider de ne pas se préoccuper de cet enfant différent, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait considérer qu'il ne fait pas partie de la bande et on le laisse tranquille. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais malheureusement, souvent, il y a un enfant dans le groupe dont la différence va mettre à mal un autre enfant dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils se répondent. Par exemple, un enfant qui est particulièrement en souffrance va mal tolérer un autre enfant qui étale sans arrêt tout ce qu'il fait avec ses parents le week-end. Ça va être intolérable pour cet enfant. Et donc, cette différence affichée va nécessiter de faire disparaître, en effet, l'enfant qui met à mal, au fond, l'identité du groupe. Donc, c'est parce qu'il y a une différence qui dérange un enfant que le harcèlement va se mettre en place. Et ensuite, le groupe va se fédérer autour de celui qui est émotionnellement bouleversé par cette différence, parce qu'il ne faut pas déroger au groupe, il ne faut pas s'éloigner du groupe, il faut garder la cohésion du groupe. Et une fois que la mécanique s'est mise en place, eh bien, le groupe va s'auto-alimenter, c'est-à-dire que pour que le groupe continue à fonctionner, on va donner raison au harceleur, on va le soutenir, et ensuite le groupe va s'auto-alimenter en perdant totalement de vue la souffrance de la victime. Du côté du harceleur, lui, ce qu'il voit, c'est qu'en effet, il a été submergé par une émotion liée à cette différence, une émotion en miroir de ce que lui fait vivre la victime, et sa seule préoccupation, ça va être d'évacuer d'évacuer ce surcroît émotionnel. On a plusieurs moyens d'évacuer les surcroîts émotionnels. Il y a un moyen que nous, les adultes, nous essayons d'utiliser, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, ce qu'on appelle la mentalisation, essayer de mettre des mots en disant je suis dérangé, mais c'est quand même pas bien. Voilà, c'est-à-dire la capacité, au fond, à mettre des mots. Il y a aussi la possibilité, ça c'est moins agréable, finalement, quand le psychisme ne fonctionne pas, c'est que c'est le corps qui prend le relais, donne des maladies psychosomatiques. Et puis, il y a quelque chose qui est très facile, qu'on utilise, nous encore, à l'âge adulte, c'est la projection. C'est pas moi qui suis en tort, c'est l'autre qui est responsable de mon malaise. Ça, c'est assez facile. Quand le feu rouge est un peu court et qu'on l'a brûlé, on dit mais c'est pas de ma faute, c'est parce que l'ingénieur a mal paramétré le feu rouge qui est beaucoup trop court. Donc c'est toujours la faute de l'autre. Et donc à partir de là, on voit bien comment en effet un enfant harceleur va essayer de se débarrasser de son émotion et combien du fait de l'importance du groupe à cet âge-là, le groupe, pour veiller à la cohérence du groupe, va suivre le harceleur. Et là, le piège va se refermer sur la victime. Les autres enfants vont suivre le meneur par peur d'être exclus du groupe, par peur de devenir victimes à leur tour, pour montrer leur appartenance en surenchérissant, en trouvant l'idée la plus créative pour harceler. Et finalement, quand on les interroge et qu'on leur dit « mais pourquoi avez-vous fait ça ?», ils répondent « c'était pour rire ». Il faut compléter la phrase en disant « c'était pour rire entre nous ». C'est-à-dire c'était finalement pour essayer de montrer que le groupe fonctionne bien, qu'on est tous d'accord et qu'on participe à la même chose. Le groupe s'auto-alimente. Tout ça pour dire qu'au fond, je préfère parler de profil de situation que de profil d'individu. Il n'y a pas à proprement parler, sauf cas assez exceptionnels, d'enfants qui ont des profils de harceleurs ou des profils de victimes, mais le plus souvent, dans plus de 80% des cas, des situations, c'est-à-dire des enfants qui, à un moment donné de leur développement, ne vont pas tolérer telle ou telle différence chez l'autre parce que ça rappelle justement ceux qui vivent et qui les fait souffrir. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui est peut-être en difficulté dans sa famille parce que ça ne se passe pas bien, à des conflits, et qui ne va pas supporter un autre enfant qui va parler justement de tout ce qu'il fait avec sa famille. C'est transitoire, c'est pas quelque chose qu'il va garder toute sa vie, mais à ce moment-là, il va avoir besoin d'évacuer cette émotion. Et donc, au fond, on voit bien que c'est une mauvaise gestion des émotions. Et d'ailleurs, les chiffres donnent raison, puisque dans toutes les études, en particulier celle qu'Éric de Barbieux a fait connaître en France dans les années 2010-2011, il a bien montré en effet que les taux de harcèlement étaient importants
à la fin de l'école primaire, au collège, mais qu'il chutait drastiquement, passant de 10 à 20% dans ces deux établissements, à 3 à 4% au niveau du lycée. Donc ça montre bien, en effet, qu'on est dans quelque chose de développemental. Ce n'est pas tout à fait vrai avec le cyberharcèlement, parce que là, pour le coup, ce sont les plus âgés qui utilisent le plus les réseaux sociaux, et même s'ils sont un peu plus à l'aise et plus habiles et qu'ils se méfient un peu plus, statistiquement, le nombre forcément augmente avec les réseaux sociaux. Mais là, on voit bien que c'est une autre dimension, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus sociétal. Donc au fond, ce sont des situations qui vont abaisser le seuil de tolérance à la différence. C'est quelque chose qu'on connaît bien nous-mêmes adultes. Quand on n'est pas bien, on supporte beaucoup plus mal les difficultés de la vie parce qu'on est déjà soi-même pas bien. Donc c'est pas très difficile à comprendre d'imaginer qu'un enfant qui a déjà des difficultés, qui a déjà des difficultés pour gérer ses propres émotions, va être très vite débordé par ce qu'il va percevoir chez la future victime, ce qui revient à dire qu'il faut traiter de la même manière la victime et le harceleur. Et tout ce qui consiste à dire il faut uniquement sanctionner le harceleur, c'est un peu court. C'est nécessaire de mettre des limites, mais ça ne suffit pas parce que ce sont des enfants, il faut le répéter, et qu'il faut absolument les accompagner dans ces difficultés. Alors, quelles sont les conséquences ? Alors, on imagine assez facilement qu'il y a des conséquences chez la victime, on imagine moins qu'il y en a pour le harceleur, et encore moins pour les témoins ou les spectateurs. En fait, pour la victime, à court terme, sur quelques mois, il y a des conséquences qui sont visibles, mais on sait peu aussi qu'il y a des conséquences à long terme et parfois la vie durant, avec des répétitions à la génération suivante, comme pour les violences qui s'exercent sur les enfants, peuvent aussi donner par la suite des violences chez les adultes. Ce qui veut dire que plus on intervient tôt, moins les conséquences sont sévères. Il faut rassurer l'enfant sans banaliser, parce que le risque, en effet, c'est de tout rapporter ensuite au harcèlement dont l'enfant a été victime. Si l'enfant a des difficultés par la suite, on va dire « ah, mais c'est normal, il a été harcelé ». Donc il faut éviter ce risque de survictimisation, ça va être le rôle du médecin généraliste. Et il faut donc vraiment accompagner la victime en trouvant des solutions, que tous les adultes entre eux trouvent des solutions, parce que la deuxième chose très importante, c'est qu'il faut que tous les adultes soient à peu près cohérents dans les messages qu'ils envoient aux enfants, et non pas qu'ils disent c'est la faute de l'école qui fait rien, ou que l'école dit c'est la faute des parents qui ne savent pas élever leur enfant. Donc il faut deux choses, intervenir tôt, et que tous les adultes soient d'accord sur la manière dont on prend en charge, et éviter cette survictimisation en rattachant tout donc à ce phénomène de harcèlement. Donc très brièvement, à court terme, angoisse, dépression, risque suicidaire et déscolarisation, ce qui paraît assez évident. Quand on ne sait pas ce qui va vous arriver, on est terriblement angoissé. L'angoisse est un poison pour l'apprentissage. Nous-mêmes, quand on est angoissé, on ne sait pas bien, on fait les gestes de manière machinale et on va peut-être mettre les clés de voiture dans le frigo en rangeant les courses, et puis on va chercher les clés de voiture partout parce qu'on est préoccupé par autre chose. C'est pareil pour les enfants, sauf qu'ils sont en période d'apprentissage et que ça va avoir des conséquences extrêmement importantes au niveau donc de leur apprentissage, et ça peut mener à la déscolarisation. Bien sûr, l'angoisse peut mener à des situations dépressives avec un risque suicidaire, l'enfant ne voyant pas d'autre solution que d'en finir et pour échapper à ses poursuivants. À moyen terme, eh bien, ça attaque durablement l'estime de soi. Ça peut donner des troubles des conduites alimentaires parce que bien souvent, les différences qui inquiètent les autres sont des problèmes de poids, surpoids souvent, mais pas que, mais souvent des surpoids. Et ça peut conduire à un risque suicidaire qui est multiplié par 4 à l'adolescence. Quand les enfants ont été harcelés entre 8 et 10 ans, des études ont montré que le risque était multiplié par 4 à l'adolescence. Une phobie sociale parce que beaucoup d'enfants gardent une peur absolument terrible des groupes. Donc, ce qui va avoir des conséquences non seulement dans leur métier, mais aussi dans leur vie sociale. Ils refusent, par exemple, d'aller dans des fêtes où il y a des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça peut être tout à fait gênant. Et puis, à long terme, on sait qu'il y a des stress post-traumatiques, une dépression chronique, c'est-à-dire plusieurs épisodes répétés de dépression pendant la vie, la phobie sociale, comme je l'ai dit, et le risque de transmission à la génération suivante, parce que lorsqu'un parent a été harcelé et que son enfant rentre de l'école en disant qu'il a eu des conflits avec les petits camarades,
et que cet adulte n'a pas été aidé, eh bien tout va lui revenir à la figure, et avec l'idée de ça y est, ça recommence, et il va du coup avoir des attitudes qui ne sont pas adaptées, les attitudes dont je parlais tout à l'heure, c'est de réassurance. Il ne va pas être contenant pour l'enfant, du coup l'enfant va voir son parent désorganisé, ne va plus jamais en parler, et va se trouver tout seul pour faire face au phénomène dont il est victime. Pour le harceleur, c'est peut-être plus surprenant. Eh bien, le harceleur, il va finir par trouver que cette manière de gérer ses émotions, elle n'est pas si mal que ça. La preuve, tout le monde le suit. Donc, au fond, il a peut-être raison. Et si, en effet, personne ne l'arrête, et c'est peut-être là l'intérêt aussi de la sanction, qui a un certain intérêt quand même, eh bien, il va considérer qu'à chaque fois qu'il a une difficulté, c'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Et on voit vite comment ça va lui poser des problèmes dans sa vie professionnelle. Si il a un souci avec son patron et qu'il dit au patron, écoutez, c'est pas moi qui ai fait une erreur, mais c'est vous qui gérez mal votre boîte, ça risque de ne pas durer très longtemps, il va se faire envoyer. Et dans son couple, s'il accuse sans arrêt son conjoint de mal faire, eh bien, on voit très bien qu'il va aussi avoir des difficultés pour conserver son couple. Donc au fond, si ces enfants ne sont pas arrêtés, ils vont garder, parce que c'est très facile finalement de rendre l'autre responsable, ils vont garder cette habitude et ça va leur poser des problèmes. Au bout d'un certain temps, ils vont se trouver assez isolés de la société parce que tout le monde doit vite comprendre qu'ils ne fonctionnent pas comme tout le monde. Et finalement, cet isolement social va les conduire eux aussi à la dépression par d'autres voies que la victime, mais ils vont se retrouver aussi terriblement isolés avec l'idée même que les autres ne leur sont d'aucune aide, puis c'est toujours la faute des autres. Donc si on a des soucis, on ne va pas demander de l'aide, on va au contraire s'auto-soigner, d'où le recours à des drogues. Pour s'auto-soigner, ce sont des merveilleux médicaments, les drogues, et elles sont faciles d'accès, donc on n'a pas besoin des autres pour se les procurer. Donc on voit bien comment ces harceleurs vont se retrouver en grande difficulté, finalement, socialement, et donc avec un risque de marginalisation et de dépression, pas par les mêmes voies, mais au bout du compte, les chercheurs ont parlé d'un taux de 10% de dépression chronique et de 10% pour les victimes et pour les harceleurs. Et puis pour les témoins, eh bien, il y a le problème de la culpabilité, de ne pas être intervenu, d'avoir rien dit aux adultes, bien sûr, surtout quand il y a des problèmes, en effet, de suicide ou de tentative de suicide, ce qui met évidemment les témoins dans des situations absolument horribles. Mais ça peut être aussi parce qu'à distance, ils ont connaissance ou ils se sont aperçus qu'une personne a finalement mal tourné, a eu des soucis dans la vie, ils ont le sentiment de ne pas avoir su intervenir à temps. Et certains nourrissent une culpabilité terrible parce qu'ils ne peuvent pas réparer, ils ne peuvent plus s'excuser auprès de la personne. Et comme ils en prennent conscience souvent à l'âge adulte, ça peut les ronger. Et parfois, certains même s'engagent dans des choses, dans la lutte contre les violences, par exemple, pour au fond réparer quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire sur le coup. Alors, on va en arriver maintenant à ce que peut faire un médecin généraliste, puisque maintenant on a un petit peu essayé de déblayer au fond le mécanisme du harcèlement. Alors d'abord, ce qui existe en France en matière de prévention. On le sait peu parce que finalement il a fallu attendre quasiment les années 2020 pour qu'on se rende compte avec l'importance des réseaux sociaux que le harcèlement existait et qu'on s'était préoccupé du harcèlement depuis déjà une bonne dizaine d'années, mais c'était beaucoup resté au sein de l'éducation nationale. Et il y avait guère que les personnes qui travaillaient avec l'éducation nationale qui étaient un peu au courant. Néanmoins, il y a quand même eu plusieurs campagnes et chaque ministère a apporté sa touche à l'édifice. Il y a eu donc les premières campagnes en 2011, c'était une sensibilisation. Le prix non harcèlement est arrivé en 2013, c'est Vincent Payon qui l'a installé. La journée du harcèlement, le premier jeudi de novembre, c'est Najat Vallaud-Belkacem en 2015. Le programme phare, alors petit clin d'œil à Marseille, il y a une expérimentation en 2019 dans l'Académie d'Aix-Marseille, qui a été tout à fait intéressante d'ailleurs, ce programme phare, dont je vais dire quelques mots, et la formation du personnel enseignant et de vie scolaire, qui a commencé donc déjà depuis 2013, mais vous savez, l'éducation nationale est très pyramidale, donc on forme d'abord les référents qui vont former les équipes ressources, qui vont former les enseignants. Donc il y a 800 000 enseignants, on en a formé à peu près entre 50 et 70 000. On devrait avoir fini en 2027. Voilà, donc ça fait du temps encore. Voilà. Alors le programme phare, c'est un programme donc, qui a été voulu par Jean-Michel Blanquer donc en 2021, qu'il a lancé après 2 années d'expérimentation en 2019, donc sur 6 académies en France, et donc qui a regroupé au fond tout ce qui avait été fait de manière un peu éparse jusque-là. Dans ce programme phare, donc,
propose à la fois la formation d'équipes ressources de gens formés dans chaque établissement scolaire, propose donc la connaissance donc des numéros, maintenant il n'y en a plus qu'un, avant il y avait le 30-20 et le 30-18, mais maintenant il n'y en a plus qu'un, propose également donc 10 heures obligatoires de sensibilisation au harcèlement du CP jusqu'à la terminale, propose également des élèves ambassadeurs, propose une sensibilisation des parents. Voilà. Il y a également eu 5 textes de loi. C'est inhabituel. La seule fois où on a eu ça, c'est à la fin du 19e siècle, début du 20e, quand on a commencé à faire les premières lois de protection de l'enfance. Donc c'est du même acabit, il y a 5 lois. Il y en a 2 dans le Code de l'éducation. Il y a un Code de l'éducation depuis 2000. Donc il y a eu la loi de Vincent Peillon donc, sur la refondation de l'école en 2013 et la loi de l'école de la confiance Jean-Michel Blanquer où il est dit qu'un enfant doit pouvoir aller à l'école sans être harcelé. Donc s'il y a un code de l'éducation, ça veut dire qu'on peut porter plainte et gagner un procès éventuellement. Et 3 lois dans le code pénal. En 2014, le premier délit spécifique du harcèlement scolaire est mentionné. 2018, c'est sur le cyberharcèlement. Si vous likez un contenu haineux, vous êtes considéré comme auteur, exactement comme si voilà, vous étiez auteur. Et 2022, ça a été la loi d'Erwan Balanan, l'aggravation des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à 150 000 € d'amende pour ceux qui sont majeurs, bien entendu, avec une extension aux étudiants, puisque le souhait d'Erwan Balanan, c'était vraiment de considérer que les étudiants aussi étaient vraiment à risque, considérant qu'ils étaient encore à l'école, finalement. Donc il a étendu à l'université. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes dans les familles parce que maintenant la médiatisation a proposé l'équation suivante, harcèlement égale suicide. Les médias malheureusement ont eu affaire à 4 suicides dans l'année 2022-2023 qui se sont donc vraiment télescopés. Et pour beaucoup, harcèlement égale suicide. Et donc beaucoup de familles, à juste titre, sont terriblement inquiètes, trouvent bien sûr que l'école n'en fait pas assez. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en effet, une des clés de la lutte contre le harcèlement, c'est que tous les adultes s'entendent quand même un peu sur ce qu'on peut proposer aux enfants. On ne gagne rien en rendant les uns et les autres responsables de la situation. Mais on peut comprendre les familles qui sont extrêmement inquiètes, qui prennent souvent des décisions rapides sous le coup de l'émotion. On ne peut pas leur en vouloir. C'est tout à fait normal. Quand on touche aux cheveux d'un de nos enfants, on ne se contrôle plus. Mais justement, c'est tout le rôle du médecin peut-être généraliste et des médecins en général d'être des tiers, justement. Faute de quoi, si jamais il n'y a pas de tiers, puisque l'école est considérée comme incapable, s'il n'y a pas de tiers, et c'est là toute l'importance vraiment du médecin de famille bien sûr, mais des autres médecins spécialistes également, si jamais ils ont affaire à ces situations-là au décours d'une consultation, eh bien si jamais cette médiation ne se fait pas, eh bien les parents vont s'en remettre à la justice. Et la justice, elle est longue, elle est difficile et elle ne répond pas toujours aux attentes des familles et surtout des enfants. Du côté du corps enseignant, c'est pareil. Ils ont la même inquiétude. Ils ont peur maintenant qu'il y a des lois, en particulier celle de 2022, qui rend les enseignants responsables, s'ils n'ont pas signalé. Donc vous imaginez l'inquiétude. Donc on a fait monter des 2 côtés vraiment une pression extrêmement forte. Ils sont très agacés par rapport à la médiatisation. Bon, il y a eu quelques erreurs, il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais bon, ça a été beaucoup monté en épingle et du coup, c'est toute l'éducation nationale qui est montrée du doigt. Et donc, ils sont parfois très agacés par rapport à cette médiatisation, tout en reconnaissant qu'ils ont fait des erreurs. Mais voilà, parfois, c'est un peu contre-productif pour eux. Ils ont le sentiment, pour certains encore, qui ne sont pas vraiment formés, qu'on parle trop du harcèlement, que ce sont des histoires de gosses et que ça ne vaut pas la peine qu'on en parle, parce que cela, ça fait partie de ceux qui n'ont pas encore vraiment été formés. Ils se sentent vite stigmatisés parce qu'on leur dit finalement qu'ils ne sont pas capables entre adultes de s'entendre, que leur établissement fonctionne mal, que les parents peuvent changer d'établissement parce qu'il y a trop de harcèlement. Et pourtant, ils ont un réel désir de mieux faire. Moi qui travaille depuis très longtemps avec eux, j'ai travaillé 43 ans avec eux et je continue. Je peux dire qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment envie de mieux faire et ils ne sont pas toujours reconnus dans leur souhait de mieux faire. La difficulté peut-être qu'ils ont, c'est qu'ils souhaitent avoir des outils parce que ça les rassure, parce que pour eux, qui valorisent beaucoup le savoir, eh bien, il faut que les choses soient carrées. On répète des choses qu'on a appris et qu'on va transmettre. Donc, ils ont besoin d'outils. C'est plus compliqué pour eux de se lancer dans la relation. C'est pas leur cœur de métier. Et c'est vrai que les protocoles les rassurent. Malheureusement, ils les contraignent aussi beaucoup. Et plus on leur donne des protocoles, plus ils disent c'est encore de la paperasse à faire. Ne disons rien, mettons la poussière sous le tapis et tout se passera bien. D'où la difficulté. Alors, quelle place et quel rôle pour le médecin ?
eh bien, il doit accepter de se mettre dans cette place de tiers pour éviter ce recours à la justice et pour essayer de faire en sorte que les adultes arrivent à se reparler. C'est une place centrale. Ça peut leur paraître en effet peut-être en dehors de leur mission, mais pourtant, je vous assure qu'un coup de fil d'un médecin généraliste, ça peut arranger énormément de choses. Donc il faut d'abord écouter la parole des parents et éviter de tout de suite monter au créneau en disant « ah oui, mais c'est vrai, l'école ne fait rien ». Éviter de survictimer aussi, ça c'est très important, on va voir comment. Il faut vraiment faire tiers sans prendre parti. Mais pour ça, il faut que le médecin généraliste soit au courant de toutes les ressources, parce que ça va être pour lui un moment où il va apaiser les femmes en disant « voilà ce qui existe ». Et voilà comment vous allez procéder. C'est une manière aussi à la fois d'accueillir la parole et en même temps de donner des pistes à suivre. Et surtout, il va falloir que le médecin accepte d'être un peu la référence, c'est-à-dire de revoir son petit patient dans les 8 à 10 jours, de revoir la famille pour garder un lien. Parce que ce qui manque beaucoup dans ces situations où on ne sait pas où on va, c'est de ne pas être tenu à courant. C'est ce qu'on dit à l'école. On dit à l'école, quand vous mettez en place quelque chose, un protocole, par pitié, tous les 48 heures, vous informez les parents de ce que vous faites. Même si vous n'avez pas de nouvelles, mais vous leur dites, on a transmis le dossier, on attend la réponse. Mais au moins, appelez-les. Et c'est pareil pour le médecin. Il faut revoir son petit patient avec ses parents, au moins tous les 10-15 jours, de manière à garder quand même un contact. Donc il faut accepter ce rôle de tiers et il faut également que le médecin soit bien au courant des ressources. Les ressources, elles sont assez simples à connaître. Il faut que les médecins généralistes sachent que normalement, il y a une formation des enseignants. Mais il peut arriver soit dans un établissement scolaire où il n'y a pas encore de formation. Si tel est le cas, au niveau du rectorat, il y a toujours des enseignants référents, des référents académiques. Il suffit d'aller sur le site du rectorat, on tape lutte contre le harcèlement et on tombe sur le numéro de téléphone du référent académique. Donc là, c'est facile, on peut dire aux parents, allez voir d'abord l'école, et si jamais ça ne va pas, voyez le référent académique. Si jamais ça ne va pas, vous appelez le 3018, qui est devenu le numéro unique qui rassemble le 3020, qui est anciennement celui de l'éducation nationale, et le 3018, qui était celui du cyberharcèlement. Maintenant, il y a un numéro unique là, qui est en train de se mettre en place, c'est le 3018. Le 3018 a la possibilité de faire retenir les contenus haineux en 2 heures. Ils ont passé des conventions avec tous les réseaux sociaux, et c'est extrêmement important. Il y a également une application que les enfants peuvent charger, et le médecin généraliste de famille doit pouvoir dire aux enfants, télécharge cette application, tu peux signaler en tout anonymat une situation dont tu es témoin, une situation dont tu es victime. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a un coffre-fort pour garder, en effet, toutes les captures d'écran, les vidéos, etc. Donc ça, c'est très important que le médecin généraliste soit au courant du fonctionnement donc, des référents académiques du 3018. S'il a le sentiment qu'une déscolarisation est nécessaire, ce qui peut arriver pour un temps court, bien évidemment, mais ça peut être nécessaire, il faut que le certificat de déscolarisation doit être suivi d'une nouvelle consultation 10 à 15 jours plus tard. Il ne faut pas juste faire un certificat. Et là, c'est le moment d'appeler éventuellement son collègue médecin scolaire, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Et s'il n'arrive pas à le joindre à l'école, c'est pareil, c'est le rectorat. Il appelle le rectorat et il demande le service de promotion de la santé. Il aura un médecin d'éducation nationale. S'il n'a pas le médecin de l'établissement, il aura le médecin responsable du service à qui il va signaler. Donc ça, ce sont des petites choses, mais ça va rassurer les parents de dire « j'ai fait le certificat, j'ai appelé le médecin » et les choses vont être prises en main. Le 3018 a également la possibilité, si jamais les parents commencent par le 3018, de solliciter l'école lui aussi pour pouvoir donc traiter le plus rapidement la situation. Donc voilà, ce qu'il faut aussi, il faut conseiller des choses aux parents et à l'enfant. Surtout, il faut leur demander d'éviter de régler seul le problème avec le ou les auteurs. Ça marche parfois, mais pas toujours. Parfois, ça peut tourner au pugilat entre les parents. Et là, on met l'enfant dans une situation difficile de voir son parent se faire abrouer ou menacer par le parent de l'enfant harceleur. Ça peut très mal tourner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter en disant, quand on a des conflits, c'est pas pour rien que la justice existe, il vaut mieux mettre des tiers. Il faut rassurer aussi les parents sur le fait que l'école est bien au fait de ces situations, soit soi-même en contactant évidemment le médecin scolaire si on a fait un certificat de déscolarisation ou en donnant aux parents tous les numéros que je viens d'indiquer.
Il faut ensuite leur dire qu'il y a une progression dans les ressources. On ne va pas attendre, bien sûr, 1 semaine ou 10 jours, mais on peut attendre 24 heures ou 48 heures. Ça ne gênera pas. On va d'abord à l'école ou à la vie scolaire, si on est au collège. On essaie de contacter le référent académique si ça ne bouge pas. On appelle le 3018 si rien ne marche. Plutôt que s'en référer à la justice, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux parents, c'est passer par le défenseur des droits. Peu de personnes connaissent le défenseur des droits. Le défenseur des droits va agir extrêmement rapidement pour que l'école se saisisse de la situation. C'est beaucoup plus rapide que la justice et ça marche à tous les coups. Donc, il ne faut pas commencer par le défenseur des droits, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui, en dernier recours, est efficace. Voilà, donc le recours à la justice, c'est très bien qu'elle existe, mais il faut s'en méfier. En tout cas, il ne faut peut-être pas le faire d'emblée. Et surtout, le rôle du médecin généraliste, ça va être de permettre à l'enfant de reprendre confiance en lui, pour éviter la survictimisation dont je parlais tout à l'heure. Il faut lui proposer de faire des activités. Il ne s'agit pas de lui dire « passe à autre chose », c'est pas ça du tout. Ce qu'il a vécu, c'est dramatique, c'est difficile, c'est douloureux, mais il faut au moins lui permettre de reprendre un peu d'estime de lui-même. Donc il faut l'encourager, lui et ses parents, à faire des activités qui vont le valoriser pour lui montrer que non, il n'est pas nul. Parce que le risque, c'est que lorsque les enfants ont entendu plein de personnes répéter la même chose, ils finissent par le croire. Et là, l'estime de soi est très attaquée. Donc il faut vraiment aider par des activités extérieures. Et ça peut aller même éventuellement jusqu'à une aide psychologique, aller parler en effet de ce qui a été à l'origine du harcèlement. Mais parfois, simplement inscrire l'enfant dans des activités ou lui permettre de reprendre des activités qu'il avait arrêtées, ça peut parfois suffire. Donc voilà, c'est pas la peine de tout de suite sauter sur des consultations psy qui sont parfois longues à obtenir. Mais voilà, le médecin généraliste a vraiment des choses qu'il peut faire. Vraiment, il faut à tout prix éviter la survictimisation, c'est-à-dire tout ramener par la suite. Tous les troubles sont ramenés aux conséquences du harcèlement. Ça serait vraiment dramatique. Le risque de survictimisation, il est grand, hein, parce que le harcèlement dure. En moyenne, un enfant dit qu'il est harcelé entre 4 à 6 mois après le début. Un enfant qui a 9 ans, 10 ans, regardez ce que ça fait en termes de pourcentage de sa vie, avoir été harcelé pendant 6 mois de sa vie alors qu'il a à peine 10 ans. Mais c'est vrai que cette survictimisation, elle est aussi aggravée alors, par le fait que la victime ne va pas répéter parce qu'il a honte, parce que c'est difficile pour lui d'accepter l'idée qu'il se fait embêter, parce qu'il veut s'en sortir seul aussi. C'est une raison pour laquelle ils prennent tant de temps pour révéler. Mais aussi parce que les adultes n'adoptent pas une attitude cohérente. C'est-à-dire que souvent, les enfants ont terriblement peur de ce qu'ont faire les adultes. Ils ont terriblement peur, par exemple, que les parents aillent casser la figure aux parents du harceleur ou au harceleur lui-même, ou qu'il change d'établissement scolaire sans rien lui demander alors qu'il a encore des copains, ou que voilà, il aille en parler à tout le monde et qu'ensuite, lui, se fasse agresser de plus belle au niveau de l'école. Donc au fond, les enfants aussi ont très peur de l'attitude des adultes. C'est pour ça qu'il faut que tous les adultes s'entendent et essaient d'expliquer aux enfants ce qu'ils vont faire en commun et que ce n'est pas les uns contre les autres. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'ils soient capables de résoudre les conflits qu'ils ont déjà entre eux. Voilà. Et donc, voilà, il faut essayer d'insister sur cette collaboration. Alors, pour conclure, est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, que le harcèlement est un risque du développement, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les adultes le sachent, que c'est malheureusement de plus en plus le cas avec les réseaux sociaux qui sont une chambre d'écho formidable à tout ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont amplifié l'appartenance au groupe avec des valeurs qui sont particulièrement, qui peuvent fragiliser particulièrement les enfants, puisque c'est l'image. Et on sait combien les enfants et les adolescents en particulier sont très sensibles à l'image et qu'ils doutent beaucoup d'eux-mêmes. Et on voit comment les réseaux sociaux appuient là-dessus. Donc, c'est vraiment un risque du développement qui est majoré par l'évolution sociétale du fait des réseaux sociaux, que ce harcèlement est aggravé par toutes les situations qui vulnérabilisent les enfants. Donc, il faut être très attentif lorsque les enfants déjà vivent des situations difficiles. Ils sont plus à risque que les autres d'avoir en effet des situations difficiles. Ça implique donc que tous les adultes interviennent en amont pour faire de la prévention, le plus rapidement possible et de façon coordonnée, quand il faut s'occuper de la situation, c'est-à-dire la traiter.
et pour montrer comment on résout un conflit, parce que les enfants sont en effet des éponges relationnelles et ils nous observent beaucoup. D'ailleurs, ils refont parfois nos tics, notre manière de parler ou notre manière de nous bouger, nos petits tics de langage également. Donc, ils nous observent en permanence et ils observent la manière dont on résout nous-mêmes les conflits. Si en effet les parents eux-mêmes sont sans arrêt en train de rendre les autres responsables, il y a fort à parier que les enfants vont prendre ce modèle-là. Donc, c'est extrêmement important aussi de montrer comment on résout un conflit. Le rôle du médecin, c'est vraiment de se positionner comme un tiers, de bien connaître les ressources, d'écouter, d'apaiser pour éviter le recours à la judiciarisation, tout en accompagnant en effet l'enfant et les parents. Et puis, donc, bien connaître vraiment toutes ces ressources et surtout l'application vraiment du 30-18 qui est extrêmement utile. Voilà, je vous remercie. Docteur Kathleen, merci. Vous nous avez passionné. On a écouté l'intégralité de votre intervention. Vous êtes d'origine marseillaise. Vous avez fait votre carrière professionnelle au CH de Poitiers. Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, vous avez une bibliographie disponible sur Internet avec quelques livres qui sont dédiés au harcèlement scolaire. Et on sait ici que votre temps est précieux et nous sommes vraiment ravis que vous ayez pris ce temps d'échange avec les médecins du département. Alors, bien sûr, on a quelques questions à vous poser. On a une première redéfinition peut-être sur ce que vous venez de dire. Vous avez évoqué tout à l'heure le bouc émissaire. Est-ce qu'il y a certaines personnalités particulières qui définiraient les enfants victimes ? Alors, en tant que pédopsychiatre, je vais vous dire oui, mais ce sont ceux qu'on voit en pédopsychiatrie, c'est-à-dire des enfants qui ont bien d'autres problèmes que simplement un statut de victime. Oui, il y a des enfants qui ont des difficultés personnelles qui font que plus facilement que d'autres, ils vont se trouver dans cette situation puisque c'est un risque du développement, je l'ai dit. Et qu'en effet, il y a toujours des enfants qui sont un peu mal dans leur peau et qui vont essayer de se délivrer de leurs émotions sur quelqu'un qui est plus en difficulté qu'eux, bien sûr. Mais c'est une infime minorité. Et si on veut vraiment faire de la prévention, il vaut mieux considérer le plus grand nombre plutôt que les exceptions. Mais oui, vous avez raison, j'aurais tort de dire qu'en effet, il n'y a pas d'enfants qui ont des profils. De même qu'il y a des enfants qui peuvent avoir plus facilement que d'autres des profils de harceleurs. C'est par exemple en effet des enfants qui en effet vivent dans des situations où on ne les aide pas du tout à régler ces conflits, qui ont des modèles identificatoires parentaux qui sont des modèles où on projette sans arrêt sur l'autre. Bien entendu, ces enfants-là sont plus à risque que les autres. Mais il faut se souvenir que ça reste des enfants, que rien n'est perdu, et que si en effet on les accompagne et qu'on leur permet de grandir et de nuancer leur point de vue, ils vont facilement changer de comportement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut s'occuper à la fois des harceleurs et des victimes. Et d'ailleurs, devrait-on peut-être commencer surtout par les harceleurs, parce que c'est finalement par eux que ça arrive. Oui, tout à fait. Il faut que la peur change de camp. C'est ce qu'on dit. Une question autour d'études scientifiques qui ont vraisemblablement montré que les enfants impliqués dans le harcèlement présentaient un trouble du contrôleur inhibiteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'inhibition, c'est ce qui nous permet de vivre en société. Moi, je suis régulièrement étonnée du fait qu'on ait de tels contrôles inhibiteurs, qu'on ne casse pas la figure aux gens qu'on déteste et qu'on ne trucide pas les gens avec qui on a des conflits. Heureusement qu'on a de l'inhibition. C'est ce qui nous permet de vivre en société. Alors, on est naturellement pré-câblé pour ça, hein, mais c'est l'éducation qui complète le pré-câblage quand même. Donc, c'est vraiment notre environnement qui complète le pré-câblage pour lequel nous sommes faits. C'est vraisemblablement un héritage ontologique, qu'on a, mais qui est vraiment très très encouragé, sollicité, entretenu par l'éducation. Et donc notre société pendant longtemps a longtemps utilisé l'inhibition pour faire peur aux enfants, par exemple, les menacer. Hein, on appuie bien sur l'inhibition quand on fait ça, on fait peur aux enfants. On les humilie aussi. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas très, très productives, mais ça se faisait beaucoup. Et on s'est rendu compte, en effet, que ce n'était pas forcément quelque chose qui aidait au développement personnel. Et quand la société a progressivement évolué vers une reconnaissance, et c'est une excellente chose, des droits de l'individu, et que le groupe
avec la morale très pesante qu'il y avait dans les années 50-60, c'est un petit peu estompé, eh bien, on a eu de moins en moins d'inhibition dans l'éducation. Alors, je ne dis pas que c'est l'éducation qui est responsable de tout, je dis simplement que pour certains enfants, en effet, cette levée d'inhibition qui est liée à un ensemble de facteurs sociétaux, éducatifs, etc., peut-être contribuer en effet à favoriser le harcèlement. Mais une fois encore, ça n'est jamais une seule chose, c'est souvent un ensemble de choses et l'environnement ici et maintenant est tout aussi important que ce que les enfants peuvent garder de leur environnement familial. On sait combien des enfants ayant vécu dans des environnements familiaux délétères peuvent être sauvés par des rencontres avec des gens à l'éducation nationale ou des rencontres dans la vie avec des amis, etc. On sait que tout n'est pas joué quand même dans ce qui se passe en famille et c'est heureux. Oui, tout à fait. Merci de rebondir et de reprendre ces propos parce qu'on l'a vu en début d'année scolaire, il y a un plan de lutte contre le harcèlement à l'école qui a été lancé au niveau gouvernemental et repris dans chaque établissement scolaire sur l'intégralité des strates. Donc c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on est à nouveau un écho et un versant médical sur ce harcèlement. Peut-être en guise de conclusion, est-ce que vous auriez la possibilité de nous dresser les indices clés de repérage qu'il faut retenir dans votre discours. Un médecin généraliste ou spécialiste qui rencontre un enfant, qu'est-ce qui doit l'alerter lors de la consultation ? Alors, la première, c'est très simple, mais à la fois terriblement compliqué. Tout changement de comportement chez un enfant doit faire poser la question. Tout changement de comportement, que ce soit un changement dans le comportement à la fois scolaire, c'est-à-dire un enfant qui tout d'un coup se met à avoir des mauvaises notes, qui rate systématiquement le bus pour se faire accompagner par ses parents, parce qu'en effet, c'est dans le bus qu'il est harcelé. Un enfant qui dit qu'il a oublié ses affaires à l'école, alors qu'en fait, les autres enfants ont shooté dans le sac et donc ont cassé les affaires. Il devrait s'expliquer des raisons pour lesquelles les affaires sont cassées. Donc là, il serait pris immédiatement. Donc tout changement de comportement, dans quelque domaine que ce soit dans le domaine scolaire, à la maison, l'irritabilité, le fait de plus voir certains copains, de plus vouloir aller dans certaines activités. On met ça trop souvent sur le compte de l'adolescence. Ah ben ça y est, il grandit, il fait sa crise d'adolescence. Non, il faut penser à poser la question. Alors il faut poser la question d'une manière rassurante pour l'enfant. Parce qu'en effet, si vous dites à l'enfant, tu te fais pas harceler au moins, l'enfant entend en effet la peur du parent et va dire je vais quand même pas lui raconter parce que si je lui dis, il va être complètement affolé, il va faire ce qu'on appelle les parents hélicoptères, c'est-à-dire des parents qui s'alertent de tout et qui vont tout de suite faire comme le SAMU et intervenir de façon désordonnée parce que émotionnellement chargés. Donc, il faut poser la question en disant, tu sais, je me permets de te poser cette question, peut-être que c'est pas ça, j'ai peut-être tort, mais tu sais, je te la pose parce que ça arrive à beaucoup d'enfants. Et si jamais ça t'arrivait, tu serais pas le seul. Et c'est des choses dont on pourrait discuter et on verrait ensemble comment faire, de manière à ce que l'enfant soit rassuré. Il faut souvent répéter la question parce que la première fois, il va pas dire oui, parce que c'est pas facile. Mais peut-être que la seconde fois, en disant, tu sais, je t'ai déjà posé la question, je sais que tu m'as déjà dit non, mais allez, je me permets de te la reposer. Et parfois, la deuxième fois, la troisième fois, l'enfant va venir, oui, je n'ai pas osé te le dire, mais oui, c'est vrai. Donc, c'est pareil pour le médecin. Quand le médecin reçoit l'enfant, que la famille amène en disant, docteur, il ne va pas très bien, il a beaucoup changé, mais peut-être c'est l'adolescent, peut-être qu'il grandit, etc. Et que le médecin reçoit l'enfant et puisse lui dire, écoute, je me permets de te poser cette question. Et si jamais c'était le cas, les adultes, on s'entendrait ensemble pour faire en sorte que ça cesse. Donc il faut rassurer l'enfant, mais il faut poser la question. Il n'y a pas d'autre chose à faire, mais c'est terriblement difficile parce qu'en effet, on peut en effet craindre la réponse, en tout cas pour les parents, et craindre en effet de découvrir que c'est vrai, et à ce moment-là, ne pas trop savoir quoi faire. Donc c'est pour ça que c'est important pour le médecin de poser la question et de connaître ses ressources pour pouvoir accompagner les parents. Oui, et de savoir comment recueillir la parole. C'est ce qu'on peut aussi entendre dans ce que vous dites, d'avoir les moyens. On a la trousse de secours pour les premières urgences. Il faudrait se créer la trousse de secours pour l'intégralité du champ des violences familiales, sexuelles, violences intrafamiliales et violences envers les enfants.
Je n'ai plus de questions qui sont sur le site. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter, et non pas vous couper. On est ici au 35e jeudi de l'ordre. On a un message important à faire passer à l'intégralité des médecins qui nous écoutent. C'est qu'on souhaite recueillir votre avis. Alors, on a lancé une enquête auprès de l'intégralité des médecins pour savoir ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous avez détesté et quels sont vos sentiments, vos avis, vos questions, vos suggestions. Vous avez jusque fin mars pour répondre sur le site du Conseil de l'Ordre. Vous tapez CDOM 13 et vous tombez tout de suite sur le site du Conseil. Il y a un questionnaire qui se remplit de 3 à 5 minutes. Donnez-nous votre avis. Ça nous donnera notre ligne de conduite pour les 5 prochaines années et nous ferons une restitution du questionnaire et des réponses que nous avons eues le 27 avril 2024. Jacques Roméo s'y est engagé, ce sera pour les 5 années de mandature. D'ici là, retrouvez tous les jeudis de l'ordre en replay sur le site de l'ordre. Surveillez votre boîte et mettez dans votre adresse mail contact.13@ordre.medecin.fr pour éviter de recevoir nos mails dans les spams. Et un grand merci à tous. À très bientôt en replay sur le site de l'ordre. Vous retrouvez ce jeudi de l'ordre d'ici 5 à 6 jours. Merci, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.